Bonjour à tous, donc nouveau sujet, cette fois-ci c'est la guerre de sécession. Comme disait Jean-Marc Thibault, ça cessé, ça c'est sûr, mais donc c'est un grand sujet, hein. Donc j'ai pris un livre d'histoire pour illustrer, de Vincent Bernard, qui est un historien de grande qualité, hein, la guerre de sécession, la grande guerre américaine, 1861-1865. Ça c'est un ouvrage qui est paru il n'y a pas très longtemps, hein. Je vais vous le trouver. Donc c'est en 2018, hein, chez Perrin. Voilà, donc la guerre de sécession, livre d'histoire. Voilà, voilà. Donc une autre fois, je lirai les passages d'un livre, Le tournesol suit toujours la lumière du soleil, hein, qui évoque la guerre de sécession, mais là dans une romance, hein, c'est un peu la thématique de l'émission. Hein, donc le livre d'histoire et là le roman historique. Hein, voilà. Alors je ne vous ai pas choisi Autant n'emporte le vent. Hein. J'ai préféré vous trouver un livre plus actuel. Celui-ci a été publié aux États-Unis en 2021 et publié en France en 2022. Donc vous voyez, c'est assez récent, avec une vision plus moderne que le côté sentimental pro-sud, hein, qui était allé dans Autant n'emporte le vent. Voilà, donc Autant n'emporte le vent, qui est un très beau livre, hein, et puis son adaptation au cinéma également, c'est magnifique. Mais bon, ça évoque une notion du monde d'avant la Seconde Guerre mondiale, et c'est peut-être aujourd'hui plus intéressant de lire celui-ci. Hein, donc c'est de Martha Hall Kelly, hein, donc une écrivaine. Donc je vous lis la jaquette. États-Unis printemps, j'ai pas mis les lunettes, ça va aider quand même. États-Unis printemps 1861, en pleine guerre de sécession. À New York, Georgiana Woolsey va à l'encontre de toutes les attentes de la société mondaine et s'engage comme infirmière dans le champ de bataille. Gemma, jeune esclave d'une propriété du Maryland, se trouve face à un choix cruel. Donc, vous voyez, les personnages ne sont pas du tout les mêmes que dans Autant n'emporte le vent. C'est plus équilibré, quoi, je dirais. Voilà, donc tout d'abord, le livre d'histoire. La guerre de sécession. Avril 1861, avril 1865. 4 années pendant lesquelles un peuple encore mal soudé de 30 millions d'âmes, dont 4 millions d'esclaves noirs, s'est affronté et divisé en deux camps inégaux, chacun évoquant sa propre définition de la liberté. À bien des égards, cette guerre est le premier grand conflit contemporain, puisant dans toutes les ressources d'une modernité industrielle naissante, impliquant les forces vives de la jeune société américaine passée en quelques décennies d'un conglomérat de colonies émancipées à une nation démocratique minée par ses contradictions internes. Avec 3 millions de combattants, plus de 10 000 affrontements militaires entre soit 750 000 et 850 000 morts, c'est la guerre la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Pour comprendre ce cataclysme fondateur, Vincent Bernard offre enfin le grand récit attendu sur la guerre civile américaine. Vincent Bernard, historien spécialiste de l'histoire militaire, il a notamment publié chez Perrin 2 biographies remarquées, Robert Lee, la légende sudiste, hein, qu'il a publié en 2014, et Ulysse Grant, l'étoile du Nord, en 2018. Voilà. Donc peut-être 800 000 morts sur une population de 30 millions d'habitants au total. Donc c'est vraiment à comparer à la Première Guerre mondiale pour la France. Hein. Vous voyez, c'est les mêmes proportions, c'est énorme. Voilà, donc j'ai sélectionné pour vous, page 46, l'état de l'Union. Page 46. Alors, page 46, je la trouve. Page 46. Au milieu du XIXe siècle, la croissance états-unienne est dans tous les domaines absolument spectaculaire, rattrapant rapidement, à commencer par la démographie, les grandes puissances européennes. Entre 1800 et 1860, la population américaine est multipliée par presque 6, le nombre d'esclaves par 4,5 et le nombre de journaux par 15, passant de 200 à 3000.
Principal atout qui est aussi un frein tant que les infrastructures y sont insuffisantes. L'immensité du territoire, multipliée par 4 depuis l'indépendance, l'achat de la Louisiane en 1803 avait déjà doublé le territoire disponible. La victoire sur le Mexique en 1848 le fait passer de 4,5 à 7,7 millions de kilomètres carrés en 1860. La colonisation progressive se fait évidemment au détriment des peuples dits indiens, Native Americans. Dans l'intervalle, l'Union a ajouté 20 États nouveaux aux 13 colonies originelles. De la première ligne de chemin de fer ouverte en Virginie en 1832, on passe à 14 000 km de voies ferrées en 1850 et à presque 50 000 à la veille de la guerre civile. 5 fois le réseau français à la même époque. Le télégraphe se développe rapidement. La première ligne transcontinentale rendant instantanément obsolète le courrier par diligence et le célèbre et éphémère Pony Express est opérationnel dès l'automne 1861. Le premier câble transatlantique est ouvert en 1859, mais cesse de fonctionner au bout de 23 jours. Il faudra attendre 1866 pour une ligne pérenne avec l'Europe. En 1869, pour la première voie ferrée transcontinentale lancée par une loi de l'administration Lincoln en 1862. Ces infrastructures, dues pour l'essentiel aux initiatives privées, répondant aux exigences des marchés locaux, sont très inégalement réparties. De ce point de vue, le retard du Sud est spectaculaire. En 1860, le Nord a 2 fois plus de chevaux et de kilomètres de voies ferrées que le Sud. Il dispose de 3 fois plus de terres arables et produit globalement 3 fois plus de richesses. Il cultive 4 fois plus de blé et a 4 fois plus d'hommes en âge de porter les armes. C'est essentiel. Alors, page 54, la campagne électorale. La campagne électorale, page 54. La campagne électorale de 1860 est une première dans l'histoire du pays. On n'en effleura ici que les principaux éléments. Pour la première fois, en effet, le vieux parti démocrate issu de l'ère Jackson ne parvient pas à trouver une plateforme comme entre les radicaux du Sud refusant toute forme de compromission ou de limitation de l'esclavage et les démocrates du Nord qui, tout en soutenant l'institution, refusent désormais de subir le diktat programmatique des minorités. La rupture du parti est consommée alors que la majorité nordiste investit Stephen à Douglas. Le petit géant, un sénateur de l'Illinois réputé pour sa petite taille et ses qualités oratoires, tandis que les dissidents du Sud investissent John Breckinridge, vice-président sortant et élu du Kentucky, l'un des principaux border states, les États de limite, quoi, à la limite, des libres et des non-libres. Le jeune parti républicain abolitionniste ayant tué le vieux parti Ring, conservateur, a quant à lui tiré des leçons de son échec sur le plan national en 1856, lorsqu'il avait présenté un candidat radical, John C. Fremont. Il a donc cette fois désigné comme candidat un modéré, avocat de l'Illinois, Abraham Lincoln, ancien compétiteur malheureux de Douglas au Sénat en 1858. Sa seule gloire nationale est justement le retentissement des débats qu'il a eus alors avec le petit géant. Au sein du parti, Lincoln, surnommé Honest Abbé, l'honnête abbé, quoi, connu pour sa probité, passe pour une personnalité médiocre, mais capable de rassembler un électorat assez vaste pour l'emporter. Toutefois, l'audience du parti ouvertement abolitionniste ne peut être que limitée presque exclusivement aux États libres du Nord. Les anciens Rings du Sud, orphelins de parti et très représentés au sein des Border States, tiraillés, décident de leur côté de se regrouper derrière un nouveau parti dit l'Union constitutionnelle. Son représentant, John Bell du Tennessee, ne fait pas mystère d'un programme d'union nationale intransigeant, refusant toutes les postures radicales tant au nord qu'au sud. Ni remise en cause de l'esclavage, ni sécessionnisme, mais l'application pleine et entière de la Constitution. Toute la Constitution, rien que la Constitution.
Parmi les 4 candidats, schéma inédit dans les annales politiques du pays, un seul, Lincoln, ambitionne de façon très modeste de s'opposer à l'expansion future de l'esclavage, sans oser remettre en cause ouvertement son existence, de crainte de se couper d'une partie du Middle West et des Border States. De ce jeu émergent en réalité, plutôt qu'une élection nationale, 2 élections sectionnelles, distinctes et parallèles. Un de elles, Douglas-Lincoln au nord, et un second, Bell-Breckinridge, dans l'ensemble du Sud. Ensuite, page 61, première vague sécessionniste. Page 61. La première vague sécessionniste. C'est le gouvernement de l'État Williams Agist, avocat enrichi devenu planteur et duelliste patenté, qui tranche le nœud gordien. Je suis contraint de dire que la seule alternative restante, selon moi, est la sécession de la Caroline du Sud de l'Union fédérale, déclare-t-il, appelant la législature de l'État à se réunir en convention afin de mettre en haut voie une ordonnance dans ce sens. En plus de ces préparatifs, ajoute-t-il, je recommanderais également que l'on accepte également le service armé de 10 000 volontaires. Dès le 9 novembre, l'Assemblée de Caroline du Sud vote une première ordonnance qualifiant l'élection de Lincoln d'acte d'hostilité de la part du Nord. Pour franchir le pas décisif, le gouverneur Schist n'est assuré de la solidarité du reste du Sud profond. C'est assuré de la solidarité du Sud profond. Au moins 2 gouverneurs, Madison Perry de Floride et John Pettus du Mississippi, lui ont déjà donné la garantie qu'ils suivraient le mouvement en appelant une convention à se réunir pour voter la sécession une fois acquise. Celle de la Caroline du Sud. Cette stratégie de l'émiettement préalable, multipliant les déclarations de désunion, est au cœur du plan sécessionniste. Plutôt que de s'enfoncer dans des discussions sans fin et aléatoires pour rechercher un improbable consensus du bloc esclavagiste voué, pense-t-on parmi les milieux radicaux à s'enliser au profit des modérés et à faire manquer l'occasion. Devant d'abord se rassembler à Columbia, la capitale d'État, la Convention de Caroline du Sud, convoquée par le gouverneur Gist, doit finalement se rabattre sur Charleston à cause, mauvais présage, d'une épidémie de variole. Ce contretemps ne change rien au résultat. Réunis le 17 décembre 1860, les 169 délégués mettent 3 jours à accoucher du texte qu'ils votent à l'unanimité le 20, au début d'après-midi, et qui reprend la rhétorique de la déclaration d'indépendance de 1776. Nous, peuple de Caroline du Sud, réunis en convention, déclarons et ordonnons. Alors ensuite, page 63, accélération. Les événements se précipitent, accélération, en une course contre la montre avant l'inauguration officielle d'Abraham Lincoln à Washington. Rassemblés à Montgomery, modeste ville d'Alabama, présentant l'avantage d'un nombre substantiel d'hôtels permettant d'accueillir un ersatz d'administration et de représentation politique, les délégués des États en session proclament le 8 février la naissance d'une confédération d'États libres, égaux et souverains, et élisent le lendemain un gouvernement provisoire en attendant la tenue d'élections générales. Dès le 6 mars, l'une des premières décisions ratifiées des autorités confédérées est l'appel de 100 000 volontaires pour 2 ans, renforçant les milices déjà constituées des différents États sécessionnistes et formant une armée nationale provisoire. De même qu'est créé sur le modèle de l'US Army un noyau d'armée régulière dont la fonction première serait surtout de donner à ses officiers une prééminence d'autorité sur toutes les forces volontaires. La Constitution adoptée le 11 mars est en presque tout point une copie de celle des États-Unis, jusque dans l'interdiction d'importation d'esclaves de l'extérieur. Étonnant. Mais les quelques différences affirment clairement son identité et les enjeux ayant présidé à sa naissance. Si l'exécutif confédéral y est qualifié de permanent, élu pour 6 années au lieu de 4,
Chaque État est en revanche clairement reconnu comme souverain et indépendant. Et ses droits sont affirmés, à commencer pour la première fois écrit noir sur blanc par l'esclavage, avec lequel aucune loi ne peut venir interférer. Donc c'est clair et net. Alors, page 68, consternation. Au nord, la consternation domine. Sur fond d'impuissance d'un président Buchanan sur le départ, canard boiteux, dit-on, d'un président sortant au cours de cette longue période de transition et d'impuissance de 4 mois entre l'élection effective de son successeur et sa prestation de serment officiel, délai qui ne sera réduit de 6 semaines qu'en 1940, dans le système d'aujourd'hui. Donc Abraham Lincoln a été élu. L'enjeu majeur du moment politique d'abord est celui d'une propriété fédérale, en particulier les forts et arsenaux militaires répartis dans les États sécessionnistes. Il conservait peu ou prou lever le drapeau national et pour Washington essentiel pour préserver les apparences de son autorité. Pour les sécessionnistes, il s'agit d'une insulte à leur indépendance affirmée, aussi neuve que chatouilleuse. Enjeu stratégique également dans la confrontation qui se profile, et même si l'on espère qu'elle ne dégénérera pas en conflit ouvert, outre quelques traces de milices organisées et entraînées dans certains États, les États-Unis n'ont qu'une petite armée régulière d'une quinzaine de milliers d'hommes dotés d'un armement moderne, fusils rayés, carabines et moins de 300 pièces d'artillerie, essentiellement de puissants canons obusiers modèle 1857, dit Napoléon, copiés sur la pièce française déployée en Crimée. Complété en 1860 d'un tout nouveau et excellent canon rayé léger de 3 pouces 76 mm, très précis à longue portée. Mais les armes anciennes, remontant souvent à la guerre du Mexique de 1846, voire à la guerre de 1812, ne manquent pas. On compte aussi dans le pays un peu plus de 4000 canons de tous âges, types de calibre, dont une grande majorité de canons et de mortiers lourds de marine, utiles en position fixe, mais inutilisables sur les champs de bataille. Et aussi quelques centaines de vieux canons de 6 livres et d'obusiers de 12 livres sur affût de campagne, répartis dans les différents arsenaux fédéraux et d'État. John B. Floyd, ministre de la guerre, succédant à Jefferson Davis en 1857, avait fait transférer de nombreuses armes individuelles vers le sud, au point que certains historiens aient vu là un complot sécessionniste bien arrêté dès cette époque. En 1859, on comptait un total de 450 000 armes à feu dans les arsenaux des États libres, dont seulement 37 000 fusils rayés modernes Springfield 1858. Le reste étant composé d'anciens fusils lisses dont on a simplement modernisé le système de mise à feu. Pour moins de 160 000 dans les États esclavagistes. Un an plus tard, il ne restait que 337 000 fusils et mousquets dans les États libres, quand les stocks dans les régions esclavagistes avaient quant à eux été portés à 275 000 armes, soit un gain net de 115 000, en y comptant toutefois la capitale fédérale, abondamment pourvue à elle seule de 75 000 fusils. Il y a là de quoi commencer à armer, même mal, l'armée confédérée naissante. En matière d'artillerie, on manquera de même bien plus souvent d'affûts de campagne et de poudre que de pièces proprement dites, jusqu'aux lourds canons et mortiers de marine qui viendront bientôt par centaines garnis dans les batteries défensives fixes disposées le long du littoral ou à bord des canonnières de fortune tapies à l'embouchure des fleuves. Voilà. Alors, page 73, Lincoln, page 73. 73. Lincoln. Okay. L'arrivée d'Abraham Lincoln à Washington de nuit et dans la plus grande discrétion de crainte d'un attentat augure bien mal d'une prise de pouvoir sans précédent dans l'histoire de la jeune République. Mais son discours inaugural, sous haute protection,
4 mars 1861 fait grande impression, posant l'image de l'homme d'État qui, pour la première fois, porte la barbe en public, l'ayant laissé pousser depuis son élection. Ces premiers mots sont un monument de mesure et d'appel à la concorde, prenant les arguments d'apaisement déjà maintes fois exprimés au cours des mois précédents. En dépit des vives passions, le Nord et le Sud doivent être amis et non ennemis. Je n'ai aucune intention d'interférer directement ou indirectement avec l'institution d'esclavage dans les États où il existe. Cette posture n'est pas feinte. Depuis les bois, les modérés de tous bords recherchent un compromis avec les sécessionnistes qui éviterait de rendre la rupture pérenne. En décembre 1860, le sénateur Crittenden du Tennessee a proposé, pour éviter la sécession, une vaste révision de la législation garantissant les droits du Nord et du Sud. Lincoln a néanmoins fait savoir son opposition à un tel compromis perçu comme un blond seing donné à l'expansion de l'esclavage entre ici et la terre de feu. En février, le représentant de l'Ohio, Thomas Corwin, a soumis une proposition d'amendement à la Constitution qui interdirait toute intrusion fédérale dans les institutions domestiques des États telles qu'elles existent, y compris concernant les personnes tenues au travail ou au service, selon l'euphémisme utilisé alors pour qualifier l'esclavage. Fait exceptionnel, l'attentiste Buchanan, sur le départ, a même contresigné cette proposition pour lui donner du poids. Cette fois, loin de s'opposer à l'initiative, Lincoln l'entérine et la transmet à l'ensemble des gouverneurs pour ratification. Je n'ai aucune objection pour qu'une telle assurance soit inscrite dans la loi constitutionnelle et devienne irrévocable. L'amendement Corwin, qui aurait une fois adopté, inscrit clairement l'esclavage dans le marbre de la Constitution, commence à être ratifié par quelques États, le Kentucky, l'Ohio, le Rhode Island, le Maryland, et demeura en l'air pendant toute la guerre, illustrant les nombreuses ambiguïtés juridiques autour du conflit. Car si en 1861 Lincoln ne veut pas transiger sur l'expansion de l'esclavage, il sait parfaitement que les fils ténus tenant encore l'Union sont beaucoup plus fragiles pour une politique d'émancipation forcée, là où l'institution existe, comme le voudrait l'aile radicale du Parti républicain. Cette dimension de guerre d'abolition viendra bien plus tard. L'objectif central de Lincoln, celui dont il ne démordra jamais, en dépit de toutes les pressions et de toutes les épreuves, c'est l'union perpétuelle et indissoluble devant être maintenue à tout prix. Alors, page 79, le premier coup de canon. Page 79. Un dernier échange semble laisser entrouverte une issue pacifique. Anderson, ayant mentionné verbalement aux envoyés confédérés être à bout de vivre et suggérant qu'il serait quoi qu'il en soit forcé d'évacuer dans les jours suivants sans qu'il soit besoin de faire couler de sang. Mais il est déjà trop tard, et la résolution de Davis, craignant que Washington ne cherche à gagner du temps pour renforcer la garnison, est cette fois irrévocable. Sous l'autorité générale Beauregard, d'origine française, nous avons l'honneur de vous notifier qu'il ouvrira le feu de ses batteries sur Sumter d'ici 1 heure. Sumter est un fort tenu par les gens de l'Union. Transmettent Chestnut et Lee en clôture de cette singulière négociation. Il est alors 3h20 du matin, le 12 avril 61. Au sud de la baie, les artilleurs du fort Johnson s'affairent sous les ordres du capitaine James. Le général Beauregard les a chargés, faute d'accord entre les parties, de donner le signal d'un bombardement concentrique de Sumter par 43 canons disposés autour de la baie. La séquence est calculée pour économiser des munitions parcimonieuses tout en prolongeant le feu de façon continue, au besoin pendant 48 heures, afin de maintenir la pression sur Anderson.
Un tir toutes les 2 minutes, une pièce après l'autre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Au Fort Johnson, peu avant 4h30, les journalistes virginiens et ardents sécessionnistes, le journaliste Roger Pryor, venu assister aux événements, décline l'honneur qu'on lui offre de devenir l'homme qui, ayant tiré le premier coup de canon de la guerre. Le geste fatidique échoua alors, sur ordre, au lieutenant Farley, qui d'un geste fait tonner un énorme busier de marine de 254 mm en direction de l'austère vaisseau de pierre symbolisant les restes de l'autorité fédérale en Caroline du Sud. La sécession n'était pas encore la guerre. Avec ce coup de canon, elle devenait. Dans l'excitation du moment, qui parmi les habitants de Charleston, réveillés en sursaut et s'agglutinant sur la batterie, la célèbre promenade littorale bordée de palmiers de la ville, pour assister au spectacle, peut imaginer qu'elle va durer 4 ans. Bouleverser l'ordre politique, économique, social et racial de la jeune nation américaine et les ruiner durablement, à l'instar de l'ensemble du Sud. Alors, page 95, Robert Lee, 95. Alors, Robert Lee. Enjeu autrement plus important que le petit Delaware, ou même que le Maryland, le grand Commonwealth de Virginie, ou Vieux Dominion, figure en première place de ces États tiraillés, tant au plan géographique que stratégique, économique, démographique, politique et symbolique. Dépositaire de la mémoire de nombre de pères fondateurs, à commencer par le premier, George Washington, l'Assemblée de Virginie, la mère des États fondée en 1619, est le plus ancien du continent et jouit d'un prestige inentamé comme parangon du Sud. Dans les milieux des grands propriétaires de nombreux États de l'Ouest, à commencer par le Kentucky et le Missouri, on se prévaut d'une ascendance virginienne presque comme d'une marque aristocratique. Bien qu'en déclin, l'esclavage y est encore puissant, ancré même si les comtés montagnés du nord-ouest en sont peu dépendants et affichent un unionisme inaltéré. Ainsi, le Daily Intelligencer de Wheeling, évoquant le 16 avril un temps où la trahison empuantit l'air comme une mortelle malaria, tout en relayant la proposition du gouvernement fédéral d'armer à ses frais toute compagnie de volontaires fidèles acceptant de prêter serment. Le vote de ces comtés associé à celui des modérés de tout l'État a déjà fait échouer le 4 avril le vote d'une ordonnance de sécession. Mais la crise de Sumter et l'appel aux armes de Lincoln changent instantanément les équilibres, provoquant cette fois non seulement l'exultation belliqueuse des cracheurs de feu, mais la consternation de la plupart des modérés, y voyant un ultimatum ne pouvant mener qu'à la rupture. Si la Virginie est respectée dans la Révolution, anticipe la presse de Washington le 16 avril, la guerre civile, qui peut-être encore être évitée, ne peut manquer de devenir générale. Le Potomac constituant la ligne de séparation entre les factions. Le lendemain, le colonel virginien Robert Lee, l'un des officiers les plus réputés de l'armée, se voit discrètement proposer par le gouvernement Lincoln le commandement de l'armée devant ramener le Sud dans le droit chemin. « Je vois la sécession comme de l'anarchie, répond Lee, mais comment pourrais-je me résoudre à tirer l'épée contre mon état natal, ma famille, mes amis ?» Cette nuit-là, la Convention de Virginie, réunie en urgence, en sécession secrète, soumet de nouveau au vote une ordonnance de sécession. L'opposition du Nord-Ouest se maintient, mais indécis unionistes conditionnels se rallient cette fois massivement aux cracheurs de feu et permettent de dégager une nette majorité. La sécession virginienne n'est pas encore officielle que Richmond Daily Dispatch en
On anticipe déjà les conséquences de façon menaçante. Avec le concours des États frontaliers, les forces du Sud peuvent être portées sans effort à 100 000 des plus braves troupes du monde. Nous verrons alors si le jeu de l'invasion inauguré par Lincoln n'est pas l'un de ceux auxquels on peut jouer à deux. Alors, page 128, Bull Run, première bataille, 128. Page 128. Bull Run. Ce premier grand choc de la guerre est appelé Bull Run dans le nord, Manassas dans le sud. Il est à tout niveau brouillon. Il débute poussivement dans la matinée, mais le manque de contrôle tactique et l'inexpérience sont tels que dans les deux camps, qu'aucun ne parviendra à mettre effectivement en ligne plus de 18 000 combattants au cours de la journée. Au fil de longues heures de marche hésitante, de fusillades incertaines, de canonnades maladroites, d'attaques et de contre-attaques locales complètement décousues, certains régiments lâchent pied et d'autres serrent les rangs. Des hauteurs sont escaladées puis perdues, des canons pris et repris. La bataille prend l'aspect de multiples combats distincts. Certains acharnés, d'autres d'abord à l'avantage des nordistes, dont la manœuvre de contournement semble fonctionner, puis se rééquilibrant à mesure de l'arrivée des renforts sudistes remontant de Bull Run. L'incroyable patchwork d'uniformes dépareillés et chamarrés issus des premières vagues de mobilisation spontanée conduit à des tirs fratricides. A l'inverse, lorsque le 33e de Virginie surgit sur le flanc d'une forte batterie d'artillerie nordiste, ses uniformes bleus empêchent, dans la fumée de la bataille, de le détecter à temps comme ennemi. Et en une salve, il disperse les artilleurs nordistes qui n'oseront plus servir leurs pièces pendant le reste de la bataille. 9 canons abandonnés entre les lignes, dont l'inutilité pèse lourd sur l'aile droite. La bataille bascule enfin, presque fortuitement et à l'usure du côté de l'armée confédérée, lorsque vers 16 heures, la montée en ligne de 2 brigades fraîches de Beauregard rompt l'équilibre précaire et que les lignes Yankees lâchent spontanément, soudainement, prise un régiment entraînant l'autre. À 17 heures, la retraite nordiste est générale, d'abord en ordre et bientôt en déroute, sur la route vite encombrée de centre-ville, dans une panique s'étendant de proche en proche, typique de troupes inexpérimentées, voyant l'éléphant, comme on disait à l'époque, le champ de bataille et son cortège d'horreur pour la première fois. La présence de civils, jusqu'à des membres du Congrès, venus en famille, en voiture, pique-niquer sur les arrières de l'armée pour bénéficier du frisson de la bataille, ajoute au chaos ambiant et aux rumeurs folles qui se propagent. Quelques régiments plus solides, ou n'ayant pas été engagés, tiennent bon à l'arrière-garde, et les confédérés sont de toute façon incapables d'exploiter leur succès, aussi épuisés et désorganisés par leur victoire presque inattendue que leurs adversaires par leur défaite soudaine. Et sans les ressources ni le ravitaillement nécessaires pour envisager une offensive, des exhortations de Jefferson Davis n'ayant pu résister à l'appel du canon et arrivés en trombe de Richmond n'y font rien. À la nuit tombée, le rideau descend irrémédiablement sur une retentissante victoire confédérée, mais toute poursuite est impossible. Le lendemain, il pleut toute la journée, la plupart du temps à averse, rapporte un officier sudiste. La bataille a fait moins de 1000 tués au total, 500 au nord, 400 au sud, mais près de 4000 blessés et disparus. Un bilan qui aurait pu être bien pire avec des troupes mieux armées, plus expérimentées et disciplinées, qui ont dit déjà long sur le carnage qu'il faudra aux deux bords surmonter. La première bataille. Page 190, conscription. En ce mois de mars 62, le Nord, dont le moral remonte en flèche, est donc à l'offensive presque partout. Dans ce contexte, à Richmond, l'inspecteur général Samuel Cooper dresse un rapport alarmant
des forces confédérées sous les armes. Malgré l'appel à 400 000 volontaires, fin janvier, les effectifs stagnent au mieux et les pertes qui s'accumulent, on pense au désastre de Donelson, ne sont plus compensées par les nouvelles recrues dont le flot s'amoindrit. On compte alors 340 250 officiers et soldats répartis en 369 régiments et 89 bataillons, soit environ 800 hommes en moyenne par unité. Plus grave, il s'agit en grande partie des volontaires pour un an, ayant signé en printemps 61 et dont le service arrive déjà à échéance, sans garantie de réengagement. La catastrophe d'un effondrement brutal d'effectifs est d'autant plus prévisible que le progrès des armes de l'Union commence à priver la Confédération de bassins de recrutement précieux. Le 28 mars, Jefferson Davis présente au Congrès confédéré ce qui constitue une véritable révolution. La première loi de conscription nationale déjà édictée dans le pays. Seules quelques mesures de conscription locale pour garantir les rangs de la milice ayant jusqu'ici émaillé les conflits précédents. L'idée émane du général Robert Lee qui y voit la seule manière de contrebalancer, au moins en partie, le poids démographique écrasant des États du Nord. Voté en avril, ce premier Conscription Act concerne les hommes des États confédérés de 18 à 35 ans pour une durée de 3 ans. Il prévoit un certain nombre d'exemptions, certaines professions réservées étant dispensées de services tels que les fonctionnaires des administrations et les professeurs. Il introduit également la possibilité extrêmement convoitée de paiement d'un remplaçant, ce qui provoque la mise en place d'une véritable marché de la conscription. Par exemple, au Mississippi, à l'été 63, un remplaçant se présentant sous le nom de Thomas Allen propose ses services par voie de presse. 2500$ pour un remplacement dans l'armée. Bradé 1500 pour un remplacement dans la milice d'État. Une autre annonce demandant un remplaçant offre de son côté en compensation la somme de 500$ et un esclave. Quelle que soit leur modalité, ces clauses alimenteront vite la résistance passive de certains États hostiles au concentralisme de Richmond et soucieux de conserver à leurs mains les effectifs pour la milice locale. C'est en particulier le cas du gouverneur Joe Brown en Géorgie qui inscrira un nombre invraisemblable de recrues potentielles sur les listes des fonctionnaires. Reste qu'en dépit des difficultés, le résultat de cette nouvelle conscription va renforcer le flux amoindri des volontaires spectaculaires. On citera dans la presse de Richmond le cas d'une veuve de la région ayant en 1862 un titre ou un autre pas moins de 8 fils aux armées, 5 dans l'artillerie, 2 dans l'infanterie, le dernier dans la cavalerie. Elle se double le 21 avril d'un Partisan Act permettant, malgré les réticences initiales du gouvernement confédéré, d'intégrer à l'armée des troupes irréguliers constituées au sein des territoires de l'Union. En d'autres termes, de légaliser et d'encadrer la guérilla à l'arrière des lignes ennemies. En quelques semaines, le nombre de régiments et de bataillons formant un corps admis au service confédéré passe de 458 à 609. En comptant toutes les unités formées depuis 1861, hors service, hors réserve et milices locales, voilà un tableau à peu près représentatif de l'effort de guerre de chaque État en mai 62. 115 unités, 84 régiments et 31 bataillons du Tennessee, 112 de Virginie, 93 de Géorgie, 75 d'Arkansas, autant du Texas, 72 chacun d'Alabama et du Mississippi et de Caroline du Nord. À eux trois, les États pourtant restés officiellement unionistes du Kentucky, du Missouri et beaucoup plus marginalement du Maryland fournissent 104 formations, soit 65 régiments et 39 bataillons. La Louisiane contribue pour 50 unités et la Caroline du Sud pour 38. Enfin, il faut ajouter les 14 unités du démographiquement minuscule État de Floride et les 11 bataillons et régiments indiens essentiellement du territoire des 5 nations et 9 bataillons professionnels formant le noyau de la minuscule armée régulière. Voilà. Alors, page 202, Shiloh. C'est une bataille, Shiloh. Page 202.
Alors, je ne peux pas décrire toutes les batailles, il y en a énormément, hein, donc c'est pour ça que j'ai évoqué Bull Run, et puis il y en a d'autres après, hein, donc maintenant on arrive déjà à 1862, 1863. Mais bon, c'est un sujet tellement vaste que c'est difficile de tout voir, bien entendu. Alors, page 202. Shiloh, de par sa confusion et sa violence d'un niveau alors inédit dans l'expérience américaine de la guerre, la bataille de Shiloh, qui s'étend du 6 au 7 avril 62, correspond particulièrement bien à ce descriptif. Le premier jour, l'offensive confédérée, massive et concentrée, balaie les troupes de Grant, semant un chaos d'autant plus considérable que la météo est exécrable, le sol détrempé et les communications précaires. Peu à peu, au prix de pertes énormes, et après avoir refoulé une à une sur plusieurs kilomètres le long de la rivière Tennessee, plusieurs divisions nordistes s'accrochent désespérément au terrain tandis que Grant, impuissant, flanqué de l'infatigable Sherman, sans guère de contrôle sur l'ensemble de la bataille, tente de maintenir les lignes en attendant l'arrivée de son unique division de réserve ainsi que de l'armée de Bell pour le soutenir depuis la rive orientale. Dans ce qu'on appellera le nid de Frelon, la division Prentice, esselée, résiste ainsi stoïquement et isolée jusqu'à être complètement débordée, laissant sur le terrain 2200 prisonniers avec leur général. Un autre jeune général prometteur, William Wallace, est mortellement blessé à gauche du dispositif. Et dans l'après-midi, les confédérés paraissent être au seuil d'une victoire d'une ampleur encore supérieure à celle de Manassas, 8 mois plus tôt. C'est alors que les circonstances, le sang-froid de Grant, ainsi qu'une petite pichenette de la déesse Fortune, renversent la perspective. Retardée par le sacrifice de certaines unités nordistes et à hauteur de Pittsburgh Landing, par les feux de soutien de deux précieuses canonnières fluviales USS Tyler et Lexington, les troupes confédérées complètement désorganisées par leur propre élan et manquant de munitions s'épuisent et doivent bientôt cesser leur avance. Alors même que les premières colonnes de renforts bleus commencent à apparaître sur le champ de bataille, la division de réserve du général Lee Wallace, le futur auteur du classique Ben-Hur, d'abord et bientôt les avant-gardes de Bell franchissent la rivière. Coup du sort supplémentaire, le général Albert Johnson, deuxième plus haut gradé de la Confédération, est tué dans l'assaut. Il n'est pas le seul général sudiste à tomber ce jour-là. À l'instar du général Gladden, le tigre du Bengale, tué devant le nid de Frelon, à la tête d'une brigade d'élite de Louisiane et de l'Alabama. Beauregard, propulsé seul à la tête de l'armée, est inquiet de l'ampleur des pertes et de la désorganisation des colonnes. Divisions et brigades s'étant mélangées au gré des initiatives tactiques et se trouvant de ce fait presque impossible à contrôler et à coordonner. Au crépuscule du 6 avril, le général louisianais entend réorganiser son dispositif au cours de la nuit pour renouveler l'offensive le lendemain et achever une armée du Tennessee que l'on croit malgré ses soubresauts aux abois. Contre toute attente, l'aube, c'est l'indomptable Grant qui, n'attendant rien céder le champ de bataille malgré le désastre de la veille et fort des troupes fraîches arrivées, prend au contraire l'initiative d'une contre-attaque générale accueillie par l'offensive qu'il n'attendait pas. Les gris mal approvisionnés et doutant soudain de leur succès résistent un moment avant de commencer à lâcher peu à peu pied à leur tour. 6 nouvelles heures de combat acharnés viennent allonger les listes déjà interminables des tués et blessés, de ce qui est alors de loin la plus sanglante bataille de l'histoire américaine. Américain contre Américain, l'ennemi nous a capturé 7 canons le dimanche, et le lundi nous avons récupéré 7. Pas les mêmes, mais assez pour équilibrer les comptes, écrit Sherman dans son rapport, résumant finalement assez bien le renversement de perspective. En début d'après-midi, c'est Beauregard qui, sachant ne pouvoir compter sur aucun renfort de son côté, craint de voir son armée tomber d'épuisement et se disloquer. L'ordre de retraite vers Corinth est donné.
concédant la défaite. La veille au soir, la victoire apparaissait certaine. Alors, page 219, Stonewall, page 219, Stonewall. Stonewall, c'est un surnom. Alors, Stonewall, c'est ça. Le 21 mars 62, Jackson, positionné en protection des cols des Blue Ridge pour retenir les forces fédérales du général Banks, occupant le nord de la vallée de la Shenandoah, et les empêcher de menacer les arrières de Johnson, se repliant vers Richmond, s'avise soudain que l'ennemi divise ses forces, gagnant la région de Washington en ne laissant qu'une arrière-garde dans la vallée. Sautant sur l'occasion, Stonewall, c'est son surnom, lance ses troupes dans une improbable marche de 65 km en 2 jours et tombe soudainement, le 23 mars 62, sur la division esselée du général Shields à Kernstown. Les nordistes soutiennent le choc, mais si l'attaque elle-même se solde par un échec tactique pour Jackson, l'audace inattendue de sa manœuvre, aussi près du Potomac, a des effets psychologiques immédiats à Washington, avec de lourdes conséquences opérationnelles et stratégiques. Plutôt que renforcer McClellan sur le nord et ainsi achever de prendre Johnston en étau autour de Richmond, comme initialement prévu, ordre est au contraire donné aux troupes disponibles de converger vers la vallée pour détruire la menace. L'austère Jackson est loin de se contenter de cette diversion réussie. Poursuivi et en infériorité numérique, face à 3 petites armées lancées à sa poursuite, 60 000 tuniques bleues, il parvient à temporiser pendant tout le mois d'avril, puis à reprendre l'offensive à front inversé. Début mai, montrant des talents de manœuvrier exceptionnels, facilités par la complicité active des populations locales, en 4 semaines, du 8 au 9 juin, son petit corps d'armée renforcé jusqu'à 17 000 hommes par la division Harwell prend de vitesse et jongle littéralement avec ses adversaires, remportant 5 victoires successives à McDowell, Front Royal, Winchester, Cross Cay et Port-République. Jackson et son armée, en un mois, ont mis en déroute Milroy, anéanti Banks, déconfit Fremont et renversé Shields. A-t-on jamais vu une telle série de victoires remportées par une force inférieure, mue par l'intrépidité et un art du commandement consommé? Sans enthousiasme, le Richmond Ring, à l'issue de cette stupéfiante série de victoires, coûtant 2700 soldats confédérés, mais le double, ainsi qu'une sévère humiliation aux forces de l'Union, dès lors incapables de renforcer McClellan. Elle vaut également et instantanément à Stonewall Jackson une réputation sans aucun équivalent dans les 2 camps, et à ses troupes le surnom envié de cavalier pédestre. Voilà, donc page 245, Antietam. Antietam, autre bataille, 245. 245. Où serais-je pour vous? Non, c'est 249, je me suis trompé. J'écris mal. 249. D'accord. Ok. Alors, signe de la confiance inhabituelle de McClellan, elle entame très tôt son offensive qui se poursuit toute la journée et donne lieu, en particulier sur l'aile gauche, à des affrontements d'une intensité inimaginable, notamment le long de la route sanglante de Hagerstown. Lee, qui tâche d'arborer les traits d'une sérénité décalée avec la situation, trahit néanmoins son inquiétude en ne cessant d'arpenter le champ de bataille, allant jusqu'à pointer lui-même une batterie d'artillerie. Heureusement pour lui, l'armée du Potomac, peu habituée à l'offensive, ne parvient à attaquer que de façon décousue, les commandos de corps ayant le plus grand mal à coordonner leur division.
et ceux de division leur brigade. En outre, McClellan reste McClellan, et sa prudence presque proverbiale l'empêche d'engager les 2 corps de réserve qui se pressent sur ses arrières et qui resteront l'arme au pied toute la journée. La pression n'en reste pas moins terrible pour les troupes de Lee qui, en fin d'après-midi, se voient bien près d'être complètement débordées sur l'aile droite. Après avoir vainement tâtonné des heures sur la rive gauche d'Antietam, le 9e corps d'Ambrose Burnside parvient en effet à forcer un pont de pierre célèbre depuis tant que en tant que Burnside Bridge et à déboucher sur la plaine ouverte de Sharpburn, sur le flanc de toute l'armée confédérée, et alors même que Lee a épuisé toutes ses réserves. Mais il semble décidément que le dieu des batailles, si souvent évoqué par les pieux sudistes, ne doit pas les abandonner ce jour-là. Au moment où Burnside s'apprête à porter les stockades, on signale au sud du champ de bataille l'arrivée à point nommé et presque miraculeuse de la dernière division de Jackson, celle d'Ambrose Little Powell Hill, qui a marché au canon toute la journée et prend les Yankees par surprise dans une puissante contre-attaque de flanc qui sauve toute l'armée. Ironie du sort, cette guerre des Ambrose qui clôt la journée était grandement facilitée par les uniformes bleus que les hommes de Hill arborent en grand nombre, au point de tromper les forces de Burnside, retenant leurs salves en pensant avoir affaire à des renforts jusqu'à ce qu'il soit trop tard. De beaux uniformes flambant neufs tirés du dépôt de Harper's Ferry. Lee et son armée ont donc à grand-peine tenu leur position à Sharpburn. Au nord, on évoquera la bataille d'Antietam, de loin la plus sanglante et la plus âprement disputée de la guerre, souligne l'Alexandria Gazette. La journée se solde, à proprement parler, par un match nul tactique, mais terriblement meurtrier. Environ 50 000 tuniques bleues y ont été effectivement engagées contre 35 000 rebelles. Au soir du 17 septembre, plus de 22 000 de ces hommes, un bon quart, jonchent le champ de bataille où emplissent les infirmeries, dont 3 650 tués, soit autant qu'au cours des 5 jours d'affrontements cumulés de la campagne de Manassas le mois précédent. La plupart des divisions engagées des 2 camps ont perdu entre un tiers et la moitié de leurs effectifs. Les 4 régiments de la brigade Kimball, 2e troupe de l'Union, se partagent la perte de 639 hommes, dont 121 tués. Le fier 1er régiment du Texas n'anime plus que 40 soldats valides, sur 226 le matin même. Le 12e du Massachusetts ne compte plus au soir que 110 hommes sur 334. Bien d'autres régiments du Nord, comme du Sud, accusent plus de 50% de pertes. Si ce type de bilan est loin d'être inconnu de l'histoire des guerres européennes, aucune autre bataille sur le continent américain, pas même Gettysburg, ne verra un tel carnage concentré en une seule journée, ni aucun autre événement comparable, catastrophe naturelle inclus, de l'histoire des États-Unis jusqu'à aujourd'hui, ni Pearl Harbor le 7 décembre 1941 de 2400 morts, ni le D-Day 2500 morts, ni le 11 septembre 2001 3000 morts. Comme l'écrira un jour le général de Gaulle, on n'a jamais vu de rivaux s'acharner à l'offensive autant que les forces improvisées du Nord et du Sud pendant la sécession. Alors, page 262, enrôlement. 262. C'est au lendemain de la terrible bataille d'Antietam que Lincoln, contre l'avis de son propre cabinet, pense la situation politique suffisamment mûre et stabilisée pour lancer, le 22 septembre 1962, une première proclamation d'émancipation qui fait l'effet d'une bombe sur tout le pays. Au 1er janvier 1963, les esclaves des États toujours en situation de rébellion à cette date seront considérés irrévocablement libres. Faute de victoire franche, la bataille d'Antietam offre tout au moins un coup d'arrêt suffisamment marquant aux ambitions sudistes pour ne pas faire passer la décision par un acte de désespoir politique
et le durcissement de la guerre lui permet de la justifier par des raisons d'ordre militaire et stratégique. Il s'agit de priver le Sud de la main-d'œuvre indispensable à son effort de guerre. Les recrues commencent véritablement à prendre de l'ampleur. Les recrutements, à prendre de l'ampleur début 63. C'est en mars qu'est créé le célèbre 54e Massachusetts Infantry Regiment du colonel Robert Goldshaw, second régiment constitué dans l'État libre et qui deviendra emblématique des troupes afro-américaines. Il sera suivi par de nombreux autres. En mai 63, le ministère de la Guerre crée le Bureau des troupes de couleur, chargé de l'organisation au niveau fédéral des nouvelles troupes de couleur des États-Unis. Car il n'était pas question d'avoir des troupes mixtes, hein, quand même. Alors, ce bureau est complété par une académie militaire spécifique formant les sous-officiers noirs à Philadelphie quelques mois plus tard. Pas question toutefois de les faire accéder à des postes plus élevés. Toutes les unités noires, hormis les premiers Native Guards de la Louisiane et une poignée d'exemptions telles le major Martin Delany, nommé par Lincoln lui-même en 1965, sont exclusivement encadrés par des officiers blancs, souvent volontaires et abolitionnistes, et qui feront l'objet de fréquentes moqueries, quand ce n'est pas d'hostilité ouverte de leur père, tant le développement des troupes noires est loin d'être unanimement accepté. Cette question de l'encadrement, qui sous-entend un racisme latent et une véritable défiance envers les capacités martiales des Afro-Américains, souvent jugés capables d'obéir, mais pas de commander, pose les bases d'un modèle de discrimination et de ségrégation militaire qui perdurera jusqu'au cœur du XXe siècle. Alors, enfin, page 292, Chancellorsville. 292. Voilà. Le 2 mai 63, Lee reste en position avec moins de 15 000 hommes chargés de faire du bruit, face à 60 000 fédéraux, en attendant que Jackson et ses 25 000 soldats achèvent une longue marche de contournement de l'aile droite ennemie. Toute attaque massive de Hooker au cours de ces heures serait synonyme de désastre. Mais cette bataille, qui entrera dans l'histoire, dans les deux camps, une fois n'est pas coutume, comme celle de Chancellorsville, se dispute déjà au moral et au sang-froid. À la chance aussi, sans doute, bien plus qu'à la masse des troupes. À la colère de ses subordonnés, Hooker ne bouge pas, persuadé que Lee s'apprête à faire retraite et prétendant le cueillir en pleine manœuvre. Au contraire, dans l'après-midi, Jackson, qui a achevé sa rocade et changé ses troupes en bataille sans être détecté, lance l'assaut contre le flanc du malheureux 11e corps pris en dépourvu et littéralement écrasé. Deux divisions se débandent en abandonnant des milliers de blessés et de prisonniers. Coup du sort, dans la soirée, Jackson est lui-même blessé au bras à l'avant des lignes par une salve tirée par l'un de ses propres régiments, le 18e de Caroline du Nord. Mais il est évacué avec la satisfaction d'avoir acquis l'essentiel. Prise en étau, comme elle pensait initialement prendre son adversaire, l'armée du Potomac, désorientée, doit désormais faire front de toutes parts sans pouvoir manœuvrer efficacement. Hooker, blessé, mais refusant de céder son commandement, est paralysé, incapable de reprendre l'initiative malgré de nombreux effectifs frais. Le 3 mai, la bataille fait rage dans la végétation dense et Stuart, remplaçant Jackson au pied levé, montre son sens tactique en profitant de l'abandon par les Yankees d'une hauteur cruciale pour faire sa jonction avec Lee et établir une grande batterie de plusieurs dizaines de canons tenant l'adversaire sous pression et l'obligeant à se replier. La bataille se joue plus que jamais à l'ascendant psychologique. Le 4, alors que le 6e corps de Sedgwick, laissé près de Fredericksburg, attaquait enfin et menace rapidement de prendre les Confédérés à revers, Lee laisse à Stuart le soin de surveiller Hooker, plus apathique que jamais, et ordonne une nouvelle volte-face risquée pour contre-attaquer à Salem Church, acculant l'ennemi à la rivière. Le 5, Lee, galvanisé par ses succès, entend bien en finir
en détruisant les forces nordistes, dissociées et adossées aux guets. Mais l'occasion passe vite. Ces troupes n'en peuvent plus. Après 5 heures de marche, de contre-marche et de combats continus, et s'il a perdu moins d'hommes que Hooker, 13 000 tués, blessés et disparus contre 17 000, ces pertes représentent le 5e d'une armée aux effectifs de plus en plus comptés. Ce n'est pas par hasard si, symptomatiquement, le 16 avril, Jefferson Davis a d'ailleurs signé un décret permettant de nommer les officiers de 18 ans, tant il devient difficile de trouver suffisamment de cadres. Le 6 mai 63, l'armée du Potomac, battue, humiliée, mais non détruite, est entièrement repassée sur la rive du Nord. La campagne s'achève officiellement le lendemain, au retour des cavaliers de Stoneman, n'ayant d'ailleurs pas accompli grand-chose lors de leur raid vers Richmond, sauf avoir privé Hooker de leur couverture. Pour Fighting Joe, incapable d'exprimer sa perte totale de confiance, le plan marginal minutieusement échafaudé s'est retourné contre son créateur. Un historien américain conclura: à Chancellorsville, Lee n'a pas vaincu l'armée du Potomac, mais un seul homme, Hooker. Voilà, on va s'arrêter là pour cette émission, et puis on consacrera une autre pour la deuxième partie de ce livre. Oui, c'est tellement dense que il faut quand même en lire un morceau, quoi. C'est suffisamment important pour ensuite comprendre le fonctionnement d'un roman en pleine guerre de sécession. Je vous dis donc à la semaine prochaine avec ces beaux livres et ce roman. À bientôt.